Avant la Révolution, si vous étiez inégal, si vous étiez pauvre et qu'il y avait des riches, c'était parce que Dieu le voulait. Okay, bon. C'était plausible à l'époque. C'était son trip à Dieu. Il voyait un peu les choses comme ça. Il voyait avec des pauvres, des riches, etc. Mais vous aviez un clergé pour vous expliquer que Dieu voulait ça comme ça, mais que c'était pas grave. Il suffisait de patienter, il suffisait juste d'attendre de mourir et qu'après, hop, on mettrait le truc dans l'autre sens. Ça serait sympa. Et donc, après la Révolution, ça marche plus. Après la Révolution, si vous êtes là dans le thermique et qu'il y en a un qui est là avec son parapente, d'accord, c'est parce que vous n'avez pas bien travaillé à l'école. La langue de bois, c'est un langage que nous n'utilisons pas dans la vie courante. Quand vous invitez des amis à la maison, vous leur proposez pas de faire une soirée de lien social ou un couscous interculturel. C'est donc la langue du pouvoir pour nous manipuler et nous emmener là où le pouvoir veut qu'on aille. C'est number one du capitalisme contemporain, tel que le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999. Challenge. Équilibre. Équipe, pardon. Non, ceux qui savent ne le disent pas. On laisse chercher les autres. Alors ? Collectif, actionnaire, décideur, manager, résultat, synergie, productivité, collaborateur. Ah, vous tournez autour, mais il est beaucoup plus fort que ça, il est magique. Solidarité. Ah ouais, vous tournez autour. Non, mais sauf que ceux-là, on les voit venir. Si vous voulez, c'est comme partenariat. Quand la banque vous dit qu'elle est votre partenaire, vous voyez venir. Non, vous sentez le truc, quoi. Vous voyez, chez moi, il y a une affiche à Quimper, c'est l'armée, premier partenaire des jeunes. Non, celui-là, on ne voit pas venir, c'est pour ça qu'il est magique. Mondialisation, non. Il est bien, hein. Mesdames et messieurs, je vous présente notre ennemi à tous. Attention, je vais faire des malheureux. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Mesdames et messieurs, cette espèce de saleté est tellement positive, qu'il a envahi notre façon de penser à un point que nous ne pourrions probablement plus penser en dehors de cette catégorie-là aujourd'hui. Bon, écoutez, j'en parle à la puissance organisatrice et ensuite je vous rappelle. Excuse-moi, comment t'as dit là? Le pouvoir organisateur. Le pouvoir, j'en parle au pouvoir organisateur et je vous rappelle. Mais je dis, mais nous on dit le partenaire. Je vois écrire dans un dossier de subvention à la mairie, le pouvoir organisateur, ça veut dire que tu rendrais visible le fait que tu n'es qu'un exécutant d'une politique publique et que le maire te donne du fric et tu as juste le droit de fermer ta gueule et de faire, d'accord ? Faire de la défense de la liberté de création, du développement local, du développement social, du développement durable, du lien social. Je voudrais que quelqu'un ici m'explique ce que c'est que du lien social. Sur le fait d'avoir un métier, ou plus exactement, que la compétition scolaire, c'est-à-dire l'idée que si on en bave dans l'école, ça améliore notre chance de trouver une place dans la société, c'est vrai à titre individuel, c'est faux à titre collectif. Médiatique, comme ça, des mots qui ont été remplacés, non, mais y en a des plein, mots négatifs, à part intervention. Pour la guerre, c'était quoi? Oui, Qu'est-ce que tu les frappes donnais? chirurgicales. Les frappes chirurgicales, les dommages collatéraux. Dégâts collatéraux, c'est quand même extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est très intéressant d'ailleurs. On s'aperçoit que la France est beaucoup plus avancée sur la dérive médiatique, la dérive du vocabulaire dans les médias. À Genève, je prends la tribune de Genève et les Américains venaient de larguer une bombe sur un truc de civil, je sais plus si c'était un HLM, un hôpital, une école. En Irak, en Afghanistan. Ouais, je sais plus où. Ouais. Et donc, un dégât collatéral. Donc. Et donc, je lis dans la tribune de Genève, carnage américain. Et je me suis dit, je suis presque sûr que ça serait impossible de voir ça en première page de Libération. Non ? Ah ben, à la Libération, le patronat ayant massivement collaboré, ayant dès 1932 les grandes entreprises nationales françaises, Schneider, etc., les banques ayant négocié avec Hitler
cette défaite qui n'est tout sauf une défaite militaire, etc. Enfin, je veux dire, le patronat ayant collaboré massivement, il a juste à fermer sa gueule. Et en 1945, on arrache tout ça, tout. Et on arrache notamment la sécurité sociale, c'est-à-dire l'assurance contre tous les risques de la vie. Tous les risques de la vie. On est limite dans un État socialiste. Et c'est une caisse unique, elle n'est pas encore découpée en différentes branches. Ça va être le début de la destruction du système. C'est une caisse unique contre tous les risques de la vie. Mais attendez, vous avez un patronat qui a juste le droit de se taire et vous avez un parti communiste à 24% qui est armé. On nous a volé des mots, mesdames, messieurs. On nous a volé des mots et on nous a refilé à la place de la verroterie, de la pacotille, de la camelote. Il va falloir apprendre à nous battre et ça ne sera pas facile parce que ce sont des mots positifs. Il se rappelle que quand on parlait des pauvres, on disait les exploiter. Bon, je parle des gens dans le travail social, tu vois, et tout ça. On parlait d'eux comme ça. C'était comme ça qu'on désignait les gens. On disait, dans les années 70, on disait les exploiter. Ça ne nous posait aucun problème. Alors regardez bien, parce que exploiter, c'est un mot très emmerdant pour le pouvoir. Parce que c'est un mot qui renvoie à un processus qui est l'exploitation. C'est-à-dire que c'est un mot processus. C'est-à-dire que dès que vous dites, dès que vous appelez quelqu'un un exploité, clic, 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 vous avez une machine qui se met en marche et vous cherchez qui est l'exploiteur. Alors le pouvoir nous a fait comprendre que ça serait mieux dorénavant de les appeler des défavorisés. Alors regardez bien parce que c'est très rigolo. C'est le même homme ou la même femme dans la même situation. On est d'accord, c'est la même personne dans le même quartier, dans la même situation. C'est la même personne. Okay, mais dans un cas, cette personne a été exploitée par quelqu'un, dans l'autre, elle n'a pas eu de bol. Mais enfin, franchement, qu'est-ce que c'est que cette façon de raconter l'histoire de France? Alors Hitler aurait été tué en 1932, on nous dirait ah ouais, c'est con, c'est un mec sympa, il filait une Volkswagen à tout le monde. Enfin, Dans une société de plein emploi, vous pouvez croire que si vous êtes ouvrier et que votre copain est ambassadeur, c'est parce que vous n'avez pas récité les leçons tout comme lui à la maîtresse. C'est-à-dire quand il y a du boulot pour tout le monde, ce que j'ai connu personnellement, je dis ça aux plus jeunes, hein, on avait un truc super, ça s'appelait la démission. J'adorais ce truc-là. Ouais, c'est une boîte pourrie, ici je me casse. Hop. C'est défavorisé, absolument scandaleux. D'ailleurs, on dit très souvent les quartiers tout court, comme si le centre-ville des riches et des bourgeois n'était pas un quartier. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment... en fait, à un moment, on parlait des quartiers sensibles. Oui, et on s'était amusé à détourner cette expression en disant mais donc si c'est des quartiers sensibles, c'est des quartiers pleins de sens. Et le sens, c'est le conflit social. Il n'y a pas d'autre mot au sens que de comprendre pourquoi je suis là et qu'il y en a un autre qui est là, pourquoi je suis pauvre, pourquoi il y a un riche, c'est ça le sens. Et dans les quartiers de centre-ville, c'est des quartiers insensibles, puisqu'il n'y a plus de discussion, il n'y a plus que des riches. Et donc les quartiers dits populaires sont des quartiers politiques en fait. Des quartiers où il y a de la lutte des classes, des quartiers où il y a des raisons de comprendre ce qui se passe. Des quartiers pauvres. Et des quartiers qui résistent. Les émeutes de 2005, c'était des quartiers qui résistaient à l'oppression. Les ordonnées et un axe des abscisses, rue de la théorie du capitalisme. Alors je vous pose cette question complémentaire. Selon vous, mesdames et messieurs, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises? Je vois ce que c'est que du maintien de l'ordre, mais du lien social. Qui détruit du lien social à Clermont-Ferrand? Est-ce que c'est le jeune qui raye une voiture avec sa clé ou est-ce que c'est monsieur Michelin qui licencie 7000 personnes dans les quartiers de Clermont-Ferrand l'année de ses bénéfices records? Est-ce qu'il y en a ici qui ont entendu parler de la constante macabre? Ça, la constante macabre, il a compris que le rôle d'un enseignant, c'est de fabriquer 3 tiers dans une classe. Des bons, des moyens et des mauvais. Et que quels que soient les élèves qu'on lui donne, il va faire ça. Autrement dit, son rôle, c'est de fabriquer de la hiérarchie. Alors qu'il dit, et qu'on l'oblige à dire, que son rôle est de fabriquer de l'égalité. Alors les savants américains c'est un pléonasme, hein, donc les sociologues ont fait une expérience incroyable. Ils ont donné à une maîtresse 30 surdoués, mais ils ne l'ont pas dit. 30 surdoués, vous savez, le genre de gosse, qui piche tout de suite, 20 sur 20, blablabla. Ils ne l'ont pas dit. Au bout d'un an, elle avait un tiers de bons, un tiers qui avait 10, 11 sur 20, et un tiers qui se traînait à 2, 3 sur 20. Si vous ne faites que l'instruction publique des enfants, vous allez
tenez-vous bien, vous allez simplement bâtir une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur les savoirs. Il avait tout compris, Condorcet. Il avait fait du parapente, il avait lu Bourdieu, enfin... Il avait tout pigé. Et donc c'est cette école-là qu'on a récupérée, qui est une école qui vise à fabriquer non pas de l'égalité, surtout pas de l'égalité, mais de la hiérarchie. Les cotisations patronales et non pas les diminuer. Alors ça permet de comprendre plein de choses. Ça permet par exemple de comprendre que la revendication des Gilets jaunes en termes de pouvoir d'achat, c'est une erreur. Il ne faut surtout pas réclamer du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ils rêvent que de nous... Ils sont tout à fait d'accord pour nous filer du pouvoir d'achat. Ce qu'ils veulent pas, c'est nous filer du salaire. On vient à se faire aimer par nous, j'ai bien dit aimer. Alors même que nous croyons l'attaquer. Et qu'il utilise pour cela des trucs et des astuces de langage qui mobilisent notre générosité à son service. Global, qui est le niveau culturel global de la population française. D'accord ? Bon. En 1944, regardez bien, le niveau culturel global de la population française, il est là. Et la demande des entreprises en matière de qualification culturelle, il est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France est rasée avec des bombes américaines et que donc il faut reconstruire l'appareil de production, il faut reconstruire des usines, on a besoin d'ingénieurs, il n'y en a pas. On a besoin de gens qui parlent anglais, il n'y en a pas. On a besoin d'architectes, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'on est dans un système scolaire démentiellement élitaire, en 1944, d'accord? Et donc seuls quelques enfants de la haute bourgeoisie ont un truc qui s'appelle le bac, d'accord? Qui se passe en 2 fois. Okay, et donc, on n'a pas du tout ouvert le système encore. Pas du tout. D'accord? Tous les autres vont à l'usine. Okay, et donc, on a un problème, c'est qu'il faut reconstruire la France et il n'y a pas les compétences. Il n'y a pas les qualifications. Et c'est pour ça qu'on va démocratiser l'accès au savoir. Parce qu'on a besoin d'ingénieurs, vite, d'architectes, vite, de gens qui parlent anglais, vite. Et il en faut, on n'en a pas. Et donc, on va ouvrir le système. Bon. Et donc, le niveau. Et donc on est là dans une phase très curieuse que les économistes appellent déqualification à l'embauche, surqualification à l'emploi. Waouh! Ça veut dire qu'en fait, quel que soit votre niveau quand vous sortez du système scolaire, il y a une entreprise qui vous aspire. Et qui va vous faire faire quelque chose de plus compliqué que ce que vous savez faire, quelque chose qui est au-dessus de vos qualifications, mais c'est pas grave. Vous allez apprendre sur le tas, on vous formera, vous irez vous former, faire des stages, enfin bref. Et donc on va vous confier un travail super, vachement plus que ce que vous savez faire. On est dans une période de plein emploi maximum. Ok ? Maintenant regardez bien ce qui va se passer, c'est très rigolo. L'école va faire son travail. Alors, la télévision va faire son travail. Le livre de poche qui arrive en 63 va faire son travail. Bref, la démocratisation culturelle va fonctionner à plein. Et le niveau culturel de la population française va monter. D'accord ? Mais il va monter plus vite que le besoin des entreprises en matière de qualification culturelle, c'est-à-dire en matière de... Et donc il va croiser aux alentours de 1973... fin du plein emploi, début du chômage structurel de masse. Pourquoi? Eh bien parce qu'à partir de 1973, nous en savons tous plus, grâce à l'école, que ce qu'on nous laisse faire dans l'organisation du travail dans l'entreprise. Si vous voulez, l'organisation du travail reste massivement stupide, on appelle ça une organisation scientifique du travail, d'accord? Subvention, je pense que ce mot veut dire en réalité produit. Et que ce truc-là transforme ce qui jusqu'à maintenant n'était pas une marchandise, de l'amour, de la santé, de la culture, de l'éducation, transforme ça en marchandise. Et donc le fruit est mûr pour être cueilli par le privé. Mesdames et messieurs, il va falloir se débarrasser de ce truc-là. Mais ça va pas être facile. Ça, marchandise est un bien ou un service réalisé dans des conditions professionnelles qui testent sa pertinence sur un marché avec un bien ou un autre service équivalent. Et donc, puisqu'un ouvrage de management, monsieur, si je comprends bien votre façon de penser, c'est la théorie de l'exploitation mise dans un livre, comment nous exploiter, comment nous extorquer le maximum de plus-value avec le minimum de salaire, etc. Donc,